Bien, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer donc si nombreux à cette visioconférence sur le thème La reprise, c'est maintenant. Je serai épaulé par maître Marielle Valiki, membre du bureau du PE 06, en charge des sujets juridiques au sein de notre organisation professionnelle. Bonjour Marielle. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le constater depuis le début de la crise, Julien Herrera et toute l'équipe de l'UPE 06 se sont adaptés aux contraintes de confinement. Et ça se traduit essentiellement par une communication très importante donc à l'attention de nos adhérents, et notamment au travers d'un cycle de visioconférences aux thèmes divers et variés. Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous parler de la reprise d'activité dans nos entreprises et des difficultés liées à cette reprise. Pour illustrer nos propos, nous allons vous présenter le PowerPoint qui a été soumis lundi 20 avril au conseil exécutif du MEDEF national par son président Geoffroy Roux de Bézieux. Et vous savez que le conseil exécutif, c'est l'organe décisionnaire du MEDEF et qu'il est constitué de 45 membres, les présidents des grandes branches d'activité, mais également des présidents des MEDEF régionaux et de quelques MEDEF territoriaux dont j'ai la chance de faire partie. Donc ce PowerPoint a été épuré des sujets à caractère technique pour vous restituer vraiment le principal de l'information. Voilà, le principe que je vous propose d'adopter pour cette présentation et pour éviter la cacophonie, c'est évidemment de couper vos micros. Et lorsque vous souhaitez poser une question, vous le faites savoir sur le chat, vous posez la question sur le chat et Elodie vous donnera la parole et vous pourrez poser la question. Je marquerai des pauses à chaque fin de chapitre pour répondre avec Marielle aux éventuelles questions. Voilà, Marielle, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'au fur et à mesure de la présentation de ce PowerPoint, vous allez avoir des interrogations et dans ces cas-là, en fonction de nos compétences respectives, on y répondra bien évidemment. Parfait, donc c'est parti. Donc vous là, vous avez sur le premier slide, vous avez un baromètre d'activité en France. Donc dans l'industrie, les services, le BTP et le commerce, vous voyez un petit peu, vous avez donc en rouge sombre les activités qui sont quasiment à l'arrêt ou qui sont inférieures à 20%. En rouge, les activités qui sont très ralenties. En orange, les activités ralenties. Et enfin, vert clair et vert foncé, les activités qui continuent plus ou moins de travailler. Donc, vous pouvez le voir que dans le commerce, par exemple, la grande distribution, elle est à 100%, alors que dans le BTP, tout ce qui est promoteur immobilier, transactions immobilières est quasiment à l'arrêt autour de 5-10%. Voilà, donc sur le deuxième slide, vous voyez, on fait un focus un peu plus précis sur le problème, par exemple, de l'industrie où l'automobile est en chute libre, puisque c'est 90% à l'arrêt. La chaîne de production, livraison, commercialisation est complètement enrayée. Il n'y a pas d'activité puisque ça accueille du public. Et aujourd'hui, ils ont décidé donc que tous les commerces qui accueillent du public devaient être maintenus fermés. La métallurgie est à moins 40%. Vous voyez, l'industrie mécanique, l'ameublement. Alors le textile, on l'a surligné en bleu parce qu'il était très très bas, mais il repart un petit peu. Il n'est plus qu'à moins 66%. C'est l'effet masque. Fabrication des masques qui relance un petit peu le textile, mais vous verrez un peu plus loin, on a fait un focus sur d'une semaine à l'autre l'augmentation d'activité. Voilà, pour l'énergie, il faut savoir qu'on est à 15 à 20% en moins de consommation due au confinement. Voilà, la santé, la chimie sont des activités qui se tiennent pas trop mal, évidemment. Pour ce qui est du BTP, les chantiers publics et privés sont à quasiment moins 80%. Dans le bâtiment, en tout cas, eux, c'est moins 80% d'activité. Les services, donc quelques secteurs très sollicités, évidemment, la banque, l'assurance, gestion d'actifs sont effectivement très sollicités en cette période de crise. Également la sécurité, 75% du total
Mais il y a pas mal de disparités puisqu'il n'y a plus du tout d'activité dans l'événementiel, alors que pour le retail non alimentaire, c'est reparti à la hausse. Pour les transports aériens, ben, vous pouvez le constater, c'est moins 90%. Sur le ferroviaire, le fret est à moins 40%, mais les TGV, donc tout ce qui est passager, évidemment, moins 93%. Les transports en commun, moins 30 et moins 50% sur les grands réseaux. Pour ce qui est des transports, donc le fret par camion, 52% des poids lourds sont à l'arrêt, ce qui est relativement important. Pour le transport maritime, c'est pareil. On dit moins 30 à moins 50%, c'est sur le fret, parce que sur le passager, il n'y a plus d'activité. Voilà, l'intérim, c'est moins 75%. Aujourd'hui, il y a à peu près 750 000 équivalents temps plein en temps normal. Et là, nous avons moins 550 000. Donc, il y a à peine 200 000 équivalents temps plein dans l'intérim qui ont un peu d'activité. Voilà, je passe. La propreté, vous pouvez le voir également. La formation professionnelle, etc., etc. Donc, sur le commerce, évidemment, des secteurs très sollicités, c'est l'alimentaire, hein, qui est à 100%. Le négoce de bois et les matériaux de construction repartent un petit peu à la hausse avec 62% d'activité. Par contre, évidemment, les commerces non alimentaires souffrent vraiment à moins 20, moins 28%. Voilà. Donc là, on a fait, c'est pareil, c'est un taux d'activité, mais sur le périmètre MEDEF France, les chiffres que je vous ai donnés, c'est des chiffres nationaux. Ça, ce sont les chiffres qui concernent évidemment les adhérents au MEDEF et les grandes branches d'activité qui nous ont fait remonter les informations. Donc, je ne vais pas les lister, vous les avez sous les yeux, vous pouvez le voir. L'industrie donc est à 55% d'activité, le BTP qu'à 22%, les services à 71% et le commerce à 65%, mais essentiellement porté par la grande distribution. Là, vous avez le baromètre territorial, donc région par région. Donc, vous voyez que l'impact, donc toujours pareil, en rouge foncé, donc c'est quasiment à l'arrêt. Et le vert, ben, vous n'en avez pas du tout, même en dom-tom. Hein. Donc, et les activités sont plutôt ralenties, très ralenties, ou quasiment à l'arrêt. Vous voyez que notre région, pour ce qui concerne le BTP, est à l'arrêt. Et pour les services hors banque et assurance, c'est à peu près la même chose. Dans l'industrie, un petit peu de reprise en région PACA, très légèrement. Voilà, là, vous avez un petit baromètre d'activité internationale. Et puis après, on va s'arrêter là. On va regarder un petit peu. Donc, vous voyez que dans chaque pays, Italie, Allemagne et Royaume-Uni, les activités, comment elles se situent. Après, on aura un comparatif avec la France. Et ensuite, vous avez la Chine et les États-Unis également. Voilà. Alors, s'il y a des questions avant d'aller plus loin sur ce baromètre, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, notamment en variation hebdomadaire. Élodie, a-t-il des questions? C'est peut-être pas une question, mais c'est Monsieur Massé qui voulait peut-être apporter un commentaire. Monsieur Massé, vous nous entendez? Je vous entends très très bien. Là, je viens de me reconnecter au niveau audio. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Oui. Philippe. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, mes commentaires concernent, je dirais, les 61% cosmétiques, parfumerie. J'ai envoyé un petit message là, à UPE. Ouais. C'est vrai que cosmétique, parfumerie, ça marche très très bien pour tout ce qui concerne le fonctionnel, tout ce qui concerne les compositions parfumées pour l'hygiène corporelle, hygiène maison, ça marche très très fort. Par contre, il y a un ralentissement très très important au niveau des activités pour la parfumerie de luxe et tout à fait. Tout ce qui est alcoolique. Et tout dépendra de la reprise. Et la reprise, je dirais, mon inquiétude, c'est que cette reprise, elle va dépendre des reprises de tous les pays d'Europe, bien sûr la France, mais on va être un petit peu en retard par rapport à certains pays d'Europe, malheureusement. Et puis, ça dépend de l'ouverture de tous les pays export, parce que nous exportons 77% de toute notre production. Donc, bien sûr. Donc, on va le voir dans les slides qui suivent, Philippe. Ton commentaire, effectivement, est tout à fait à propos. On va le voir tout de suite après, où il y a vraiment, on a pris du retard sur la reprise d'activité. Donc là, vous voyez à l'écran la variation hebdomadaire, donc d'une semaine à l'autre. Donc, vous voyez, entre le vendredi 10 avril au vendredi 17 avril,
On a le textile qui est passé donc, de 25% d'activité à 33% d'activité. Donc, c'est bien. Cette augmentation, effectivement, elle est due essentiellement à la confection des masques. Voilà, donc vous avez dans l'industrie les différentes catégories. Vous voyez qu'il y a une reprise qui est en train de s'amorcer puisque toutes les flèches sont en verte, excepté l'énergie et l'environnement, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une baisse de consommation due au confinement. Voilà, on va passer au baromètre suivant. Et là, donc, on a une comparaison, donc activité par activité, avec nos principaux partenaires, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine. Et comme vous pouvez le constater, en jaune, c'est la France. On est quasiment à peu près partout, à part à l'exception de 2 ou 3 sujets, nous sommes très en retard par rapport aux autres. Et dans le meilleur des cas, on est à égalité avec l'Italie ou avec l'Allemagne. Mais ça concerne l'agroalimentaire, la grande distribution. Mais pour toutes les autres activités, nous sommes effectivement très en retard. Et donc, d'où aujourd'hui cette conférence pour essayer de vous faire prendre conscience qu'il faut vraiment qu'on remette le pays au travail dans les meilleurs délais. Alors, avant de passer donc sur la stratégie du déconfinement en France qui a été évoquée par le président de la République et par le Premier ministre, si vous avez des questions sur le premier chapitre, donc la présentation. On a Jacques qui a une question. Est-ce que Jacques a un micro? Oui, bonjour tout le monde. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'en France, on est en retard sur toutes les industries par rapport à tous les autres pays? Voilà. Alors, ça va être illustré un peu plus loin. On va s'apercevoir que on a beaucoup bon, il y a évidemment la stratégie du confinement qui a fait que les entreprises se sont arrêtées carrément, ou quasiment, et c'est la stratégie qui a été adoptée par le gouvernement. Donc, c'est un peu l'effet, effectivement, du discours du président qui a dit que nous étions en guerre et qui a plutôt inquiété la population et les entreprises et qui a poussé un petit peu tout le monde effectivement à fermer. Ce qui a été le cas du BTP, un sujet que je peux bien parler puisque c'est mon domaine d'activité. Et effectivement, comme nous n'avions pas de masque, on n'avait pas les équipements de protection individuelle pour assurer la sécurité donc, de nos salariés. Évidemment, on ne s'est pas lancé dans une activité à outrance et on a préféré réduire, voire arrêter quasiment jusqu'à ce qu'on ait pu se pourvoir en matériel d'équipement individuel. Voilà, mais on va en parler un petit peu plus loin et vous allez voir le retard pris, à quoi il est dû principalement. Donc, sur les interrogations sur le déconfinement, donc, il y a eu un sondage qui a été effectué par Harris Interactive avec LCI. Donc, le prolongement d'un mois de confinement, il a été compris par 75% des Français, donc il a bien été compris. Mais la réouverture des écoles et collèges et lycées, plutôt incomprise par 52%. Donc, on va avoir 2 600 000 étudiants qui ne reprendront pas les cours avant l'été. Et on a 12,5 millions d'écoliers, collégiens, lycéens qui, eux, vont refaire une reprise progressive. Donc, sans compter qu'on risque d'avoir un droit de retrait de la part du corps professoral. Et comme il a dit hier, effectivement, le Premier ministre, ou Macron, je crois que c'est Macron qui l'a dit, c'est que ça va être basé sur le volontariat. Donc, ce n'est pas dit non plus. Alors, c'est le volontariat, évidemment, des parents, mais ça peut être également le volontariat des professeurs. Donc, ce n'est pas évident qu'on retrouve tous les professeurs dans nos collèges, nos écoles et nos lycées. Voilà, de même, les modalités de déconfinement donc, sont incomprises par 54%. Sur les masques, production nationale en tissu lavable portée à 17 millions par semaine. Est-ce que ça sera suffisant pour les besoins? Donc ça, on n'en est pas encore très certain. Sur les tests, on doit passer de 25 000 à 500 000 tests par semaine. Mais effectivement, ça sera uniquement pour les patients qui présenteront des symptômes. Voilà, quid des porteurs asymptomatiques. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de questions. Et le tracking, le fameux tracking qui a été mis en place dans pas mal d'autres pays,
les modalités n'ont pas été encore vraiment précisées pour la France. Donc, pas mal d'interrogations sur le maintien et la fermeture de certaines activités. Selon quels critères, on ne le sait toujours pas. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, a eu un échange avec Jean Castex, qui est donc le politique qui a été délégué interministériel au déconfinement. Donc, c'est lui qui présentera un plan de déconfinement au Premier ministre. Et il y a eu également un échange avec le président du comité scientifique, le professeur Delfrécy. Voilà, donc sur la stratégie du déconfinement, donc la discussion elle s'ébauche avec les organisations syndicales et le ministère du Travail pour rédiger effectivement un protocole global de reprise d'activité. Donc, comme je vous l'ai dit, Jean Castex doit rendre au Premier ministre un plan sur le déconfinement et sur les aspects, y compris économiques, évidemment. Et donc, il y avait quelques questions qui se recoupent et qui portent essentiellement sur, vous avez la liste là, donc l'organisation du travail présentiel. Faut-il des tests en entreprise? Vous avez vu que Veolia les a mis en place pour ses 55 000 salariés. Faut-il réouvrir la restauration d'entreprise? Il faut savoir que nous, l'inspection du travail, sur les chantiers de BTP, nous ont conseillé à proscrire tout ce qui est frigidaire, machine à café. Donc, on a un problème pour la restauration de nos équipes sur les chantiers. Et ça sera le cas également dans la restauration d'entreprise. Les transports en commun fonctionneront à 50%, mais il semblerait que les masques deviennent obligatoires. Donc, le télétravail sera prolongé, mais vous avez vu qu'il faudra faire sûrement une rotation sur le télétravail. Et il faut-il que l'école reprenne pour que les parents soient libérés de la garde des enfants? Ça concerne 1 million de personnes qui sont aujourd'hui en arrêt de travail pour la garde d'enfants. Voilà. Faut-il prévoir une marge de manœuvre locale des préfets en fonction de la situation sanitaire? Je sais que le préfet, ce sont des sujets qu'il discute avec le ministère de l'Intérieur. Et effectivement, ça pourrait être dans le cadre du déconfinement. Le chômage partiel est-il trop généreux en France? Près de 9 millions, 8,7 millions pour être exact. Vous verrez dans les slides suivants. C'est peut-être un des problèmes, une des causes qui fait que la reprise d'activité chez nous, elle se fait moins vite que chez les autres. Voilà, la question d'un ANI. Un ANI, c'est un accord national interprofessionnel sur le prolongement du télétravail et de ses modalités, puisque le gouvernement a parlé de faire tourner les équipes en télétravail et de ne pas toujours mettre les mêmes en télétravail. Donc, le 19 avril, le Premier ministre s'est félicité de la stratégie menée juste ici. Donc, déconfinement efficace pour aplanir la courbe de l'épidémie. Donc, effectivement, on a pu constater une amélioration. Pour les soignants, la pénurie aurait désormais été résolue pour les masques et les respirateurs. Mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est les blouses, les gants et tout ce qui est médicaments de réanimation. Donc, c'est assez incroyable, mais c'est la réalité. Voilà. Pour l'instant, il semblerait donc l'État ne fournisse pas de masques, en tout cas pas à la population ou aux entreprises. Elle le fait uniquement pour les soignants. Mais vous avez vu que beaucoup de régions, de municipalités sont en train de prendre le relais et ont été un petit peu plus réactifs que l'État sur le sujet et ont déjà reçu des masques et qui commencent déjà à distribuer. Voilà, il a précisé les principes de déconfinement, donc évidemment préserver la santé en premier lieu des Français et assurer la continuité de la vie de la nation. Ça, c'est plutôt une reprise qu'il va falloir envisager et assez rapidement. Donc, les conditions à respecter, évidemment, les gestes barrières, les tests et les isolements des porteurs. Voilà, le plan de déconfinement. Pardon de vous couper. On a Yves Pincé qui aurait une question pour vous. Yves, vous nous entendez? Bonjour Yves. Bonjour Philippe, tu m'entends là? Très bien. Bon, très bien. En fait, j'avais deux questions. Une question pour les résidences étudiants. Je voudrais savoir si les élèves qui sont en prépa sont considérés comme étudiants ou comme lycéens et vont-ils reprendre les cours? Non. Et la deuxième question pour l'hôtellerie, c'est comment sauver la saison touristique sur la Côte d'Azur, parce que c'est primordial, c'est 40% de chiffre d'affaires et c'est hyper important. Sur les classes prépa, je ne sais pas te répondre. Comme ils sont effectivement intégrés
parce qu'il y a des classes prépa qui sont intégrées dans les lycées, mais il y a aussi des classes prépa qui sont intégrées dans des écoles d'ingénieurs, voire des universités, et ceux-là, je pense qu'ils ne reprendront pas les cours. Ceux dans les lycées, peut-être effectivement, ils seront concernés comme les lycéens. Sur la reprise mes clients sont à Masséna, et Masséna ne répond pas. Hein. Mes clients, les étudiants sont à Masséna, au lycée Masséna, mais le lycée ne répond pas. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, si tu veux, le déconfinement, on le vit au jour le jour. Si tu veux, l'information que tu as à la télévision, c'est à peu près l'information que tout le monde a en même temps. Hein. Ah oui. Voilà, on est quand même dans l'urgence, quoi, hein, à peu près sur tous les sujets. Il n'y a pas grand monde qui est informé à l'avance de ce qui va se dire dans les médias. Hein. En règle générale, on le découvre quasiment en même temps. Voilà. Il y a deuxième question pour la Côte d'Azur. Hein, alors ça, c'est des sujets, aujourd'hui, c'est pareil, j'ai du mal à te répondre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire et précise sur le sujet, parce que pour l'instant, on ne connaît toujours pas les dates d'ouverture de tout ce qui pourra accueillir du public. Hein, c'est les commerces comme les restaurants ou les bars. Toujours pas de communication sur le sujet. Donc, les instances, alors ce qu'on sait, si tu veux, c'est que hier, les instances nationales des métiers de l'hôtellerie, de l'industrie hôtelière et de la restauration étaient avec le gouvernement, puisqu'ils étaient en visio sur le sujet. Il y a pas mal de visio également au niveau départemental et régional qui se font avec les structures, qu'elles soient le préfet régional de région ou le préfet des Alpes-Maritimes. Et chaque structure à son niveau essaye de négocier une reprise le plus rapidement possible. Mais les informations remontent tout à Paris et la décision n'appartient effectivement qu'au gouvernement. Et aujourd'hui, s'ils ne nous disent pas la date, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement. À titre indicatif, moi, je suis resté ouvert à l'hôtel de Menton. Je suis au 20 avril à 3% d'occupation. Donc, c'est la cata. Voilà. Ah oui, non, mais je le sais, j'en entends parler. Et moi, j'ai eu des chiffres qui nous ont été annoncés par la restauration, tout ce qui est bar, établissement de nuit et tout. Ils ont à peu près 200 000 entreprises aujourd'hui et ils attendent 40 000 faillites. C'est-à-dire 20%. Donc, c'est les chiffres qui nous ont été communiqués, nous, au bureau du MEDEF, hier. Donc, ça commence à être des chiffres impressionnants. Alors, on continue. Philippe, peut-être qu'on pourrait faire une aparté, à moins qu'on en parle plus tard, de l'activité partielle. Sur le sujet, oui, on l'aborde un peu plus loin, mais… D'accord, alors on l'aborde tout à l'heure. Et peut-être annoncer qu'on fait un webinaire en lien avec l'Union patronale, bien évidemment, l'UPE 06, le mardi 5 mai, uniquement dédié aux difficultés rencontrées par les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Donc là, ça sera, vous allez recevoir les invitations, bien évidemment, ça sera exclusivement destiné à donner quelques éclairages, parce qu'effectivement, comme le président vous l'a dit, on n'a pas d'informations en amont, mais quelques éclairages sur ces activités spécifiques. Voilà. Y avait-il d'autres questions, Élodie ? Oui, on a Catherine Fusini qui demande si en France, il y a un plan de réouverture de certaines usines pour la fabrication de produits essentiels tels que les masques qui est prévu. Alors oui, effectivement, il y a eu plusieurs réunions entre l'industrie du textile et le gouvernement pour changer un petit peu d'activité, ceux qui avaient l'habitude de faire autre chose que des masques, pour essayer de changer les chaînes de fabrication. Donc, ça a été fait. Et comme vous avez pu le voir, il y a eu une hausse en l'espace d'une semaine. On est passé de 25% d'activité à 33%. Donc, et c'est essentiellement dû aux masques, à la fabrication des masques, exclusivement. Donc, effectivement, il y a un dialogue qui s'est établi entre l'industrie du textile et le gouvernement à ce sujet-là. Je vous remercie. Si vous permettez, ce que je voudrais surtout préciser, c'est que le fond de ma pensée, c'était surtout est-ce qu'à terme,
des discussions sont déjà engagées sur une reprise du lead sur ces marchés-là, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça a mis en lumière nos faiblesses et donc on a une perte d'autonomie considérable sur ces différents marchés. On parle des gants, mais des blouses et d'autres encore produits qui sont considérés comme étant nécessaires. On parle dans l'industrie, mais qu'elle soit dans la chimie, puisque nous, notre activité est dans la chimie, mais aussi dans le BTP. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi de permettre de reprendre le lead sur ces marchés. Ça, c'est le problème de la désindustrialisation de la France, qui a lieu depuis une trentaine d'années et sur laquelle le MEDEF essentiellement a tiré le signal d'alarme à plusieurs reprises, dû essentiellement au coût du travail. Les entreprises, pour être compétitives sur le plan mondial, ont été obligées de délocaliser leur fabrication, essentiellement dans les pays asiatiques. Et aujourd'hui, on se retrouve avec donc des industries stratégiques qui ont été délocalisées. Et quand vous parlez de ça, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, mais vraiment d'industries très stratégiques qui ne sont plus ici. Et ça devient problématique. Mais il faut aussi se poser la question, pourquoi les entreprises sont parties se délocaliser? Tout à fait. C'est un gros sujet de fond. Je vous remercie. Et Philippe, on a une question de Stéphanie Calvira. Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, vous nous entendez? Ah, voilà, ça y est. Bonjour Marianne, bonjour Philippe. Oui, moi, tout à l'heure, Philippe, tu as parlé des tests que Veolia avait mis en place. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les petites entreprises aussi de le faire et comment faire? Non. Alors là, j'ai la question, pour l'instant, c'est non, parce qu'aujourd'hui, les tests, Veolia a dit qu'il commençait, mais qu'il finirait fin juin, de tester l'ensemble de son personnel. Donc, il a dû récupérer quelques tests, mais aujourd'hui, c'est un petit peu comme les masques. Si tu veux, d'abord les soignants, donc d'abord, c'est effectivement les hôpitaux publics qui vont se saisir des tests et s'il en reste, effectivement, quelques entreprises pourront peut-être les utiliser. Mais là, je pense que Veolia, qui est un grand groupe, lui a dû trouver des tests à export et aujourd'hui les importe pour pouvoir tester ses salariés. En tout cas, ce n'est pas des tests qui sont français, quoi. D'accord, ok, merci. Merci. D'autres questions, Élodie? On a Christophe Tassano. Christophe, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, je vais la reposer. Nous sommes une association, l'association La Semeuse, basée dans les Alpes-Maritimes. Et nous avons plusieurs ERP, villages vacances, centres sociaux. On propose des activités sportives et culturelles, dans des gymnases par exemple. Et on se pose la question, puisque le maire de Nice annonce que le 11 mai, nous pourrons éventuellement reprendre nos activités, ainsi que par exemple les accueils de loisirs. Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce qui est préconisé en termes de pays pour protéger les salariés? Serons-nous obligés, puisqu'on cherche à s'approvisionner, à les équiper en masque? Je parle à des salariés. Hein. Et si oui, quel type de masque? Parce qu'on hésite entre des masques chirurgicaux, sachant qu'il en faut beaucoup, puisque 300 salariés, 200 bénévoles à 2 masques par jour, vous imaginez les volumes. Et d'autre part, est-ce qu'on peut déjà avoir une stratégie d'attente en commandant des masques en tissu de type C1 de catégorie 1 qui sont lavables de 10 à 30 fois? D'après vous. Alors au sujet de votre métier et de tous les métiers en général, il y a des fiches métiers qui ont été mis en ligne depuis avant-hier soir, je crois. Ah. Donc sur… Je vais mettre le lien dans le chat. Voilà, on va vous mettre le lien. Et donc là, vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qui est préconisé pour votre métier. Oui. Alors, je crois qu'il y a 35 ou 40 métiers qui sont à l'affiche là, mais vous pouvez retrouver à peu près ce qui correspond, même si ce n'est pas vraiment la même chose, ça y ressemble étrangement. Et là, vous pourrez voir un petit peu quelles mesures vous devez appliquer pour recevoir à nouveau du public et sous quelles conditions vous pouvez recevoir ce public. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est les fiches métiers qu'on va vous mettre en lien sur le chat. Élodie va vous le joindre. Deuxièmement, moi, je vous conseille très vivement de prendre les devants tout de suite. Parce que pour ce qui concerne le BTP, si vous voulez, la reprise, nous, on la commence aujourd'hui. Enfin, on l'a commencé lundi, cette semaine.
Mais moi, j'ai reçu mes masques la semaine dernière. J'ai reçu 11 000 masques que j'avais commandés il y a 3 semaines. Ah oui. C'est-à-dire quasiment au début du confinement. Parce qu'on avait bien tout de suite identifié que notre problème, c'était effectivement… Alors nous, on avait vu une fiche métier qui a été éditée très vite. Oui, Il a voilà, été parce que j'allais vous longtemps… dire, les fiches BTP, ça, on les a depuis plusieurs semaines. Oui, alors elles n'ont pas été validées tout de suite par le gouvernement, donc ça a traîné 10 jours dans les ministères de la Santé et au ministère du Travail. Mais au bout de 10 jours, parce qu'ils ont passé plus de temps, eux, à nous valider ce qu'on avait, nous, pondu en l'espace d'un week-end, ils ont finalement rectifié pas mal de choses et nous, on a fait un retour très, très vite en l'espace de moins de 12 heures. Et donc, ces fiches métiers nous ont permis tout de suite, très rapidement, de pouvoir commander déjà du matériel et tout. Donc, moi, je vous conseille d'aller vérifier tout de suite les fiches métiers et de faire tout de suite vos commandes le plus vite possible. Pour tout ce qui est masque et tout, vous avez un lien également qui a été mis par l'UPE 06, qui a été mis en ligne. Vous avez dû le recevoir au travers de vos mails d'information où vous pouvez commander des masques. Mais maintenant, c'est un peu plus facile. Hein. Il y a Cdiscount aussi, la filiale de Casino, qui a mis ça également en route. Oui. Donc, pour les équipements, je pense que, hormis les tests évidemment médicaux, tout ce qui est équipement, il n'y a pas vraiment de rupture d'approvisionnement maintenant en l'espace de 2 ou 3 semaines, vous devez pouvoir vous équiper. Le lien dont vous parlez, s'agit-il de la plateforme Stop Covid-19 ? Non, je ne crois pas. Non. C'est sur le lien du ministère de la Santé. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein. Et si je peux me permettre de préciser de façon générale, et quel que soit le métier, hein, ça c'est mon côté volet avocat en droit du travail, oui. L'employeur il est tenu d'une obligation de sécurité résultat. Oui, je sais. Donc, et il a, comment dirais-je, donc il ne peut pas garantir aux salariés qu'il ne va pas attraper le coronavirus. Il doit mettre en œuvre tous les moyens pour qu'il ne l'attrape pas. Oui. Donc, ça veut dire que si par impossible, malheureusement, le salarié devait l'attraper, il va falloir que, même si à la limite il l'attrapait en faisant ses courses, c'est pas sur son lieu de travail, il va falloir que l'employeur puisse disposer des preuves qu'il a mis absolument tout en œuvre pour que ses salariés ne l'attrapent pas. D'où la commande des masques, la commande des gants, des tenues de travail. On est comme dans le BTP où ils connaissent ça particulièrement bien, c'est-à-dire que même si par hasard, alors je vais aller plus loin dans la démonstration, si vous achetez des masques et que les salariés ne les mettent pas, hein, on va aller plus loin, vous êtes responsable. C'est-à-dire que je suis responsable de faire respecter les recommandations que nous édicterons. Oui. Exactement. Sinon, c'est votre responsabilité d'employeur qui sera engagée. Donc, effectivement, la première démarche, c'est commander tout. Et après, d'abord, principe de précaution. Le déconfinement, on sait que ça sera progressif. On ne sait pas exactement dans quelles conditions. En tout cas, vos salariés ne peuvent pas réintégrer le lieu de travail tant que l'entreprise n'est pas à même de proposer des conditions de distanciation sociale, déjà, et des conditions en offrant tout le matériel qui est nécessaire pour protéger la santé. Oui. Alors, nous le faisons déjà, juste madame pour vous répondre, nous le faisons déjà parce que nous proposons des accueils, des services de garde pour les… Je connais bien votre association. Les enfants des parents qui sont mobilisés pour la gestion de la crise. Voilà. Mais je voulais savoir s'il fallait généraliser ces mesures. Il faut les généraliser. Ouais, ce qu'il faut aussi, surtout, c'est avant le déconfinement, puisque les commerces et tout ce qui accueille du public, ça pourra ouvrir qu'à partir du 11 mai, c'est de réfléchir à l'organisation de l'accueil du public. Et ça, il faut le faire maintenant et le faire dans tous vos établissements, de le mettre en place. Donc, ça peut être un circuit d'accueil, ça peut être la distanciation par le balisage à terre avec des marques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment vous organiser dès maintenant pour pouvoir ouvrir dès le 11. Quoi. Oui, on a commandé des vitres en plexiglas, etc. Enfin, voilà, exactement. Des choses déjà. Oui. Alors, dernière chose, c'est administratif et j'en suis désolée, mais il faut absolument mettre à jour votre document UNIS des risques professionnels. Oui. Impérativement, puisqu'on a un risque supplémentaire qui touche tout le monde là. Donc, tous les documents uniques doivent être mis à jour avec le risque du Covid-19. Oui, nous l'avons fait. Oui. Manu, bravo. Très bien. Élodie, d'autres questions ou d'autres propos? Mais il faut qu'on aille vite, il est déjà 10h38. On a Émilie qui a des questions. Émilie, est-ce que vous nous entendez?
Le droit de retrait des salariés va-t-il être redéfini? Si l'employeur met tout en œuvre, est-ce que le droit de retrait sera justifié? Ah ben là, on est sur la légitimité du droit de retrait. Donc là, ça va être l'appréciation des tribunaux, hein. Donc, il est bien évident que si l'employeur a mis en œuvre tout ce dont on vient de parler, on va pouvoir considérer, à moins que la personne qui exerce son droit de retrait, s'il a mis tout en œuvre et qu'il n'y a pas de risque, enfin pas de risque avéré, on va considérer que le droit de retrait est abusif. Donc là, il faut vraiment compter sur les organisations syndicales pour jouer le jeu de la reprise, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la reprise. Pour jouer le jeu de la reprise, il faut absolument remettre en lien la concertation entre les organisations syndicales dans les grandes entreprises et les organisations patronales pour qu'on puisse avoir une reprise dans des conditions sanitaires qui sont rassurantes et qui sont suffisantes. Mais ça sera l'appréciation des tribunaux. Est-ce que le droit de retrait était légitime ou abusif? Ok. On a Rosemary Marielle qui nous dit ça sous-entend aussi pour les commerces où la distance ne peut pas être respectée qu'il faut équiper aussi les clients, par exemple pour les opticiens. Oui, exactement. Je suis d'accord sur l'analyse. Oui, il va falloir avoir des masques pour équiper. S'ils viennent sans masque et sans, après la distanciation sur des opticiens, ça va être un peu compliqué hein, parce que généralement, il y a une proximité. Mais oui, il va falloir, pour ne courir aucun risque, d'abord pour vos salariés ou même pour vous, un dirigeant d'entreprise, il va falloir effectivement prendre ce genre de décision. Oui, tout à fait. Donc, commander plus de masques, oui. Stéphanie Calvira qui te demande si du coup, il faut ou non faire signer un document prouvant qu'on a bien remis tout le matériel. Alors, soit on fait une note interne, hein, soit on fait un mail à chaque salarié, puisque là, on est quand même dans le numérique, hein, soit s'il y a une problématique, on le fait signer individuellement. Mais moi, je vois mieux l'envoi d'un mail, ça permet de rapporter la preuve que je vous ai mis à disposition. Voilà. Après, si aussi les gens viennent chercher, ils peuvent signer un petit reçu, mais non pas pour que les salariés imaginent qu'on est en train de les fliquer ou de se préserver une preuve par anticipation, pour leur dire, quand il y a plusieurs salariés dans l'entreprise, qu'on fait l'état des lieux de ceux qui l'ont pris et ceux qui ne l'ont pas pris. D'accord. Et dans les entreprises, les PME, réfléchissez également aux délégations de pouvoir hein, oui, pour les modifier à nouveau. Hein. Ça, c'est clair. Tu as parfaitement raison, Philippe. Je propose qu'on avance un peu dans la présentation. Il y a encore des questions juridiques et on voit à la fin si on a le temps d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, je vais vous mettre mon email et vous n'hésitez pas à me les envoyer par email et on reviendra vers vous avec Marielle pour y répondre. Alors, on avance un petit peu. Donc, le volet économique, donc là, on vient effectivement au PGE, donc le prêt garanti par l'État. Vous savez que le gouvernement a donc réservé une enveloppe de 300 milliards de garantie pour les banques pour nous faire des prêts. Aujourd'hui, nous sommes à 50 milliards de demandes. C'est à peu près 2 à 3 milliards par jour. Il y a presque 29 milliards qui ont obtenu un préaccord sur 206 000 dossiers et 18 milliards et demi qui ont déjà été accordés concernant 136 000 dossiers. Donc, ce sont les chiffres français, hein, ça c'est national. Et vous avez le montant moyen du prêt accordé qui est inférieur à 140 000 euros. Voilà, la répartition des prêts accords par taille, vous les avez. Les TPE sont à 44%, les PME, c'est 46% et les grandes entreprises ne représentent que 9% des demandes. Ensuite, vous l'avez par région. Vous voyez que la Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en 4e position avec presque 1,9 milliard. On est à 1,840 millions. Et à droite, vous l'avez par secteur d'activité. Et vous voyez que le plus important, c'est la réparation d'automobiles et de motocycles. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, j'étais assez surpris, moi, parce que l'hébergement et la restauration n'a demandé des PGE qu'à hauteur de 1,5 milliard. Vous l'avez en bas à droite. Alors, pour le PGE, dans le cas des entreprises qui sont mal ou qui ne sont pas notées, ça concerne à peu près 180 000 entreprises qui ont un accès un peu plus difficile aux prêts garantis par l'État à cause de leur note qui n'est pas très bonne. Donc là, vous savez, il y a plusieurs échelons. Hein. Il y a un premier étage de fonds de solidarité que l'État s'est engagé à donner, c'est 1 500 euros si vous avez une perte supérieure à 50%, à partir de 50% de chiffre d'affaires sur le mois de mars. Donc ça, c'est le décret qui est apparu le 2 avril.
Il y a un deuxième étage avec le fonds de solidarité qui est organisé par les régions. Donc, c'est une aide supplémentaire qui vient s'intercaler là. Donc, si vous avez plus d'un salarié et que vous êtes avec un risque de faillite et que vous avez refusé et qu'on vous a refusé un PGE, alors à ce moment-là, vous pouvez bénéficier donc soit de 2 000 € si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 200 000, 3 500 € pour un chiffre d'affaires entre 200 et 600 000 et plus de 5 000 € au-delà de 600 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Ensuite, le FDES, qui est le Fonds de développement économique et social, qui est lui à 3 échelons au niveau national, donc par le CIRI, qui est le comité interministériel de la restructuration de l'industrie, et la DGE, qui sont les directions en général des grandes entreprises. Donc, mais ça concerne les dossiers plus importants pour les entreprises de plus de 400 salariés. Au niveau régional, donc c'est les comités régionaux. Alors, des signaux faibles, ça dépend des régions. Vous avez des régions qui aujourd'hui bougent un petit peu plus. Notre région est assez active sur le sujet avec Renaud Muselier. Et enfin, au niveau départemental, par les codéfis qui sont présidés par les préfets, auxquels d'ailleurs quelques-uns d'entre vous participent au titre de leur fonction. Voilà. Cas des entreprises en procédure collective. Alors, ça, c'est un petit peu nouveau. Jusqu'à présent, le gouvernement avait dit pour les entreprises qui sont en RJ ou en sauvegarde, c'est pas possible. Sauf qu'ils ont changé le fusil d'épaule. Et effectivement, pour les entreprises en RJ, il va se passer quelque chose puisqu'elles deviennent éligibles au PGE pour les fonds de solidarité de la même manière. Et pour les FDES, c'est uniquement pour les entreprises qui sont en sauvegarde qui deviendront éligibles. Voilà, l'arbre de décision pour les aides de trésorerie, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est à peu près ce qu'on vient de dire. Donc, vous voyez, donc pour les TPE, vous pouvez emprunter jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires. Les fonds de solidarité, je vous en ai parlé. Pour les indépendants, auto-entrepreneurs ou professions libérales, c'est pareil maintenant. Le PGE autorise jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Les fonds de solidarité, même condition que pour des TPE. Et pour le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI, c'est 1 250 € maximum, cumulable avec les fonds de solidarité si vous cotisez au RSCI. Voilà, pour les PME, je ne reviens pas. Les ETI et les grandes entreprises, c'est à peu près la même chose. J'essaye d'aller vite, hein, et comme ça, après, on va pouvoir marquer un arrêt et on répondra à vos questions. Alors, sur la loi de finances rectificative, donc, il y a une deuxième loi de finances rectificative qui a été présentée au Conseil des ministres du 15 avril. Et pour ajuster les enveloppes budgétaires, vous allez voir que ça a plutôt explosé. Donc, évidemment, c'est le prolongement de la période de confinement, la sous-estimation initiale des pertes de recettes fiscales. Alors, pour être plus clair sur le sujet, en fait, vous avez tout ce qui est décalé. Donc, toutes les recettes qui ont été décalées, c'est-à-dire tout ce qui était charges sociales et charges fiscales, qui ont été décalées et qui représentaient à peu près 35 milliards. On verra dans un tableau un peu plus loin. Et ils ont également une perte de recettes fiscales qu'ils avaient vraiment sous-estimées. Et ça, c'est dû à la perte d'activité et c'est dû aux impôts indirects, comme la TVA par exemple. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec une chute de ces recettes de 45 milliards. Alors ça, ils n'avaient pas du tout anticipé là-dessus. Et donc, c'est pour eux un très gros souci. Effectivement, le gouvernement n'avait pas anticipé ça. Ils ne pensaient pas qu'ils auraient une chute plus importante que le report des charges et des impôts qui nous concernaient. Donc, on va le voir un peu plus loin. En plus de ça, on a une demande très, très élevée d'activité partielle, puisqu'aujourd'hui, on frôle les 9 millions de salariés pour 700 000 entreprises. Et vous verrez le comparatif un peu plus loin avec les autres pays. C'est, je pense, un petit peu ce qui a été un des premiers freins à la reprise plus rapide de notre activité en France. On se pose la question aujourd'hui, est-ce
effectivement, ces 8 millions, presque 9 millions de salariés, est-ce qu'on n'est pas un peu trop généreux? Alors, autant pour les salariés que comme pour les entreprises, sur l'activité partielle, c'est une vraie question à se poser. Voilà, coût global estimé pour l'activité partielle devrait atteindre les 24 milliards. Hein. Voilà, l'adaptation des mesures en faveur des entreprises les moins bien notées. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est le milliard pour le fonds de développement économique et social, qui était au départ estimé à 75 millions. Donc, vous voyez qu'on fait un bond. Et le fonds de solidarité qui a été porté à 7 milliards au lieu du milliard prévu lors de la première loi de finances. Donc, derrière, vous avez, donc là, le slide qui suit, vous avez le justificatif de cette nouvelle loi de finances, le tableau. Donc, la prévision de croissance, c'était 1,3%. Et ça, c'était avant la crise du Covid. On a eu une première loi de finances rectificative au tout début de la crise du Covid, donc qui faisait part d'une prévision de croissance à moins 1%, et avec un déficit public à 3,9%. En rouge, vous avez maintenant ce que prévoit la future loi, donc un décrochage de la croissance à 8% et un déficit public de 9%. Donc là, on va passer à 115% de la dette de notre PIB et des recettes fiscales qui sont en chute libre également, comme vous pouvez le voir, puisqu'on perd, à terme, on devrait perdre presque 45 milliards. Donc en dessous, vous avez le tableau du plan d'urgence sanitaire et de l'argent qui était consacré. Donc dans la première loi de finances, vous voyez, c'était 45 milliards, là elle va passer à 110 milliards. Le chômage partiel qui était estimé à 8,5 dans la première loi, il passe à 24 milliards. Les divers fonds de solidarité, ainsi que le report des charges fiscales, vous voyez, qui était à 35 milliards et qui va monter à 48 milliards. Donc, on mesure l'effort du gouvernement en matière fiscale. Voilà, les propositions du MEDEF, et puis là, on va marquer une pause. Donc, nous avons demandé purement et simplement l'annulation des charges fiscales et sociales du mois de mars et du mois d'avril 2020. Ils avaient prévu de les reporter. Ça représente entre 23 et 24 milliards. Ce n'est pas dit qu'on ne l'obtienne pas, du moins pour les TPE, PME qui sont en difficulté de trésorerie. Ça devrait être acquis, je pense, d'ici une quinzaine de jours. On devrait pouvoir obtenir un point de vue très précis du gouvernement sur le sujet. Et pour ceux qui ne pourraient pas bénéficier donc d'une exonération totale, ça serait un étalement sur 15 ans de ces charges. Voilà. Vous avez également l'exonération de l'IR et des charges sociales sur les heures supplémentaires qui sont estimées à peu près 1,5 milliard. Voilà les demandes du MEDEF. Merci Philippe. Donc, on a Anne qui souhaiterait intervenir. Anne, vous nous entendez? Oui, oui. Okay. Excusez-moi, juste Philippe. Bonjour Anne. Bonjour Marielle. Simplement, faites bien remonter une chose, c'est que le tourisme, ce n'est pas seulement la restauration et l'hôtellerie. Le tourisme, c'est très vaste et il ne faut surtout pas qu'il fasse un plan Marshall, un plan pour aider le tourisme en utilisant uniquement les codes NAF. Connaissant très bien l'administration française, ça me fait très très peur. Non, mais il y a tous les commerces qui sont liés au tourisme, attention. Hein. Voilà. Le tourisme est vaste, hein. Il y a beaucoup de commerces. Le tourisme est très vaste. Par exemple, moi, en tant qu'industrie artisanale, j'ai un code NAF de mon industrie. Mais je ne suis pas de l'industrie, je fais 80% de mon chiffre d'affaires dans le tourisme. Donc, il va bien falloir que vous fassiez ramener cela à Paris pour qu'ils fassent très attention parce que nous, dans le tourisme, on en est à se dire, est-ce que je peux m'asseoir sur 1 an de chiffre d'affaires? On en est là, hein, c'est un drame. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais là, je tiens à te rassurer. Il y a bien évidemment tout le commerce qui est lié au tourisme, qui est pris en considération, évidemment. Et le plan Marshall va être pour tout cet ensemble. Hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, je pense qu'il sera plus facile d'ouvrir ton commerce que la restauration.
la restauration, il va falloir faire des gestes barrières très compliqués pour la Mais remettre en route. Ça va être un peu plus difficile. Mon commerce, c'est bien gentil, je vais l'ouvrir, mais je n'aurai personne. On s'en fiche d'ouvrir. Moi, le propos, c'est le tourisme. Quand tu vis à 80% de ton chiffre d'affaires du tourisme, que 60% de ta clientèle, comme beaucoup de gens qui vivent du tourisme, hein, c'est des étrangers et les autres, c'est des Parisiens. Moi, je peux ouvrir, hein, mais je ferai 0 de chiffre d'affaires. J'aurai quelques locaux, si tu veux, ouais, mais c'est pas. Alors que les restaurants, les locaux vont aller dans les restaurants. Nous, tout ce qui est commerce autre que la restauration, on va être les derniers des derniers dans le tourisme à reprendre. Il faut bien avoir ça en tête. Les gens ne vont pas aller chez Fragonard, les locaux ne vont pas aller chez Fragonard pour les acheter, ou très peu. Mais si tu veux, nous, on vit essentiellement de tous ces gens qui ne pourront pas venir cette saison. Non, mais cette année, tu auras moins d'étrangers, tu auras plus de Français. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Hein. Il faut qu'ils arrivent. Au moins pour cette première période. Il faut qu'ils arrivent, les Français. Et il faut savoir que le pouvoir d'achat d'un Français par rapport à un étranger, tu le divises par 2. C'est pour ça que c'est un drame absolu pour le tourisme. Ok. D'autres questions? On a Émilie, bon, elle n'a pas de micro. Y a-t-il une demande d'annulation des loyers commerciaux pour les entreprises en difficulté, notamment si le bailleur est une SCI? Est-il possible d'avoir une remise sur les 2 mois de loyer car pas d'exploitation possible des locaux? Alors, 2 choses. Il y a les bailleurs professionnels, les bailleurs publics et puis les petits bailleurs privés. Alors, les petits bailleurs privés, il va falloir entamer une discussion, une négociation, ça c'est clair. Pour les 2 autres, il y a des choses qui sont en préparation. Voilà. Donc, normalement, il devrait y avoir des choses en préparation sur le sujet. Ça, c'est clair, ça a été annoncé. Mais les bailleurs privés, vous savez, c'est des gens qui sont à la retraite et c'est ce qui fait leur retraite, quoi, globalement. Donc là, il va y avoir des négociations âpres à mener, quoi. Voilà, si je peux préciser, Philippe, quelquefois entre les annonces et ce qu'on peut comprendre des annonces et ce qui est retranscrit dans les décrets, les ordonnances, il y a une petite marge. Donc nous, notre job, c'est d'analyser tous les décrets, toutes les ordonnances qui sont rendues. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui ont compris qu'on ne pouvait ne plus payer le loyer. Alors d'abord, la première chose, c'est demander. Il faut que tous les locataires commerciaux écrivent à leur bailleur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une suspension. C'est-à-dire que si par hasard, votre bailleur ne vous autorise pas à suspendre le paiement de votre loyer, il ne pourra pas vous assigner en résiliation du bail. L'ordonnance, en l'état actuel des textes publiés, nous n'en sommes que là. Voilà, pour les bailleurs privés, si j'ose dire. Parce que la mairie de Nice a prévu des choses pour les bailleurs institutionnels, pour tous les locaux qui lui appartenaient. Mais les bailleurs privés, l'État pourra difficilement, je dirais, passer en force et imposer aux bailleurs privés de ne pas demander le paiement de leur loyer. Donc, il faut juste savoir que vous ne risquez pas d'être expulsé, même si vous ne payez pas le loyer pendant cette période de confinement. C'est la seule chose pour l'instant et on pourra demander des délais et tous les juges autoriseront les délais. C'est une évidence. Okay. Merci Marielle. On a Véronique dans le domaine de la restauration qui demande si les assureurs vont aider par rapport à la perte d'exploitation, perte de stock. Alors, ça c'est un sujet compliqué. Alors, en fait, si vous voulez, moi, ce que j'ai entendu au Bureau national du MEDEF, où il y a la présidente des assurances, donc de la présidente de la Fédération française des assurances, qui est d'ailleurs la patronne de la Banque postale, elle nous a expliqué clairement qu'aujourd'hui, les assureurs, quand ils passent des contrats de perte d'exploitation, globalement, ça représente un risque autour de 200 millions d'euros pour toute la France. Et aujourd'hui, le risque qu'on demande d'assurer et qui n'est pas prévu d'être assuré, c'est entre 20 et 40 milliards. C'est-à-dire que les assurances ne sont pas du tout adaptées pour prendre en charge la totalité des pertes d'exploitation dues à cette crise. Et il se retranche derrière, effectivement, le fait de dire que la perte d'exploitation, elle ne peut survenir que dans le cas d'un dommage. C'est-à-dire soit une inondation, soit un incendie, enfin, ce genre de choses. Mais pas dans le cas d'une épidémie. Soit même la maladie du dirigeant. C'est-à-dire que dans certains contrats d'assurance, si le dirigeant a le Covid-19 et que dès lors il s'en déduit une perte d'exploitation,
Là, on peut espérer quelque chose. Sinon, je crois, mais Philippe, tu me diras, parce que je ne suis pas certaine de mon chiffre, il me semblait qu'on m'avait dit que seuls 5% des contrats d'assurance prévoyaient la perte d'exploitation par rapport à une épidémie de cette nature ou d'une autre d'ailleurs. Oui, mais alors à ce moment-là, si tu veux, 5%, ça ne représente plus grand-chose, quoi. Voilà. Donc en réalité, si vous voulez, les assurances en France ne sont pas armées financièrement pour répondre à la demande de tout le monde sur un cas comme ça, parce que ça représente entre 20 et 40 milliards. Et eux, ils ont des contrats, dans leur tête, c'était 200 millions. Donc en tout cas, ils n'ont pas les finances pour répondre. Maintenant, le gouvernement, le MEDEF, enfin l'ensemble des grandes organisations ont demandé à ce qu'ils essayent de faire un geste quand même pour trouver des solutions. Mais il ne faut pas vous attendre à grand-chose, quoi. Merci beaucoup. On a Richard qui nous dit « Le tourisme d'affaires ne démarrera pas avant février-mars 2021. Comment garder nos équipes disponibles jusqu'à cette date ?» Compliqué, je ne sais pas vous dire. Le chômage, l'activité partielle va durer jusqu'au 31 décembre 2020. Ça, ce qui est annoncé. Mais si Oui. les choses devaient perdurer, je pense qu'ils prorogeraient les effets par ordonnance, hein. Donc là, malheureusement, il va y avoir des licenciements économiques, hein. Quand on nous dit au niveau de notre pays qu'il n'y aura pas de faillite, c'est un non-sens. C'est une catastrophe économique et des faillites, enfin des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, il va y en avoir. Donc là, il faut faire un audit comptable et essayer de faire un pseudo-prévisionnel. Je ne vois pas très bien comment on peut le faire vu qu'on n'a même pas de lisibilité sur l'ouverture. Et regarder effectivement si on doit faire des licenciements individuels, des licenciements collectifs, économiques bien évidemment, hein, et essayer de conserver l'entreprise en prenant malheureusement des mesures totalement drastiques. Ça va être inévitable, malheureusement. Merci Marielle. On a Michel Chan qui nous dit « Philippe, as-tu eu des contacts avec les syndicats ouvriers pour voir s'ils n'allaient pas trop bloquer en invoquant des risques sanitaires? Merci. » Non, on n'a pas de contact. Pour l'instant, on n'a pas de contact. Enfin, moi, à mon niveau, je n'ai pas de contact. Au niveau national, ils ont des contacts, mais c'est à part la CGT qui est toujours très, très arc-boutée dans leur dogme, si tu veux, globalement, ça va être une négociation qui doit être menée entreprise par entreprise et chef d'entreprise avec son salarié. Il y a un dialogue social qui doit s'instaurer absolument avec vos salariés. Donc, non, il n'y a rien de précis là-dessus. Et on s'était abordé un petit peu plus loin dans les slides, mais effectivement, ça va passer par le dialogue social essentiellement. Moi, pour vous dire, si vous voulez, moi, dans le BTP, la reprise, aujourd'hui, moi, comme je remets à l'ensemble de mon personnel tous les éléments pour être équipé et être protégé individuellement, je n'ai pas ce souci-là. Ils sont même contents de retourner travailler. Mais ils sont rassurés. On a désinfecté toutes les cabines des engins, toutes les cabines des fourgons, on désinfecte tous les bureaux, les locaux, les baraques de chantier, et ça régulièrement. Donc, ils voient bien qu'il n'y a aucun risque. Donc là, je n'ai pas de souci pour une reprise d'activité. Sauf que ça a un surcoût et qu'aujourd'hui, la discussion, elle est avec nos maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire nos clients, pour savoir qui va assumer le surcoût. Voilà, mais globalement, avec… Vas-y. Oui, Philippe, je pense que la désinfection, je vais oublier d'en parler tout à l'heure, même pour des entreprises qui n'ont pas été exposées ou il n'y a pas eu de cas, le faire avant le redémarrage, ce n'est pas une obligation légale, mais je pense que là aussi, ça peut rassurer. Ça peut rassurer qu'on recommence le travail dans des conditions sanitaires qui sont stables, qui sont saines. Et quelque part, les salariés ne savent pas ce qui s'est passé pendant ce mois et demi ou ces 2 mois de confinement. Après, il y a des usines, moi j'ai des clients, ils le font faire quand par exemple il y a du travail à la chaîne. Tous les 8 heures, ils ont pris des contrats pour que chaque salarié qui intervient soit certain que sa machine de travail, son outil de travail ait été entièrement désinfecté. Donc forcément, ça fait exploser les coûts, mais c'est la seule façon, en tout cas pour les PME, pas les TPE, c'est la seule façon de garantir une sécurité et le coût, il va être répercuté quasi inévitablement au client où il va faire baisser ou disparaître totalement la marge. Merci Marielle. Merci Marielle. On a Catherine qui nous dit « Comment va fonctionner la bascule prévue au 1/5 des salariés en arrêt Amélie vers un chômage partiel ?» Je n'ai pas compris la question. Moi non plus. Mais tu ne peux pas lui donner la parole? Si. Catherine, est-ce que vous avez un micro? C'est parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas de micro. Alors, Catherine?
Je pense que Catherine n'a pas de micro, c'est pour ça. Comment va fonctionner la bascule prévue au 1/5 des salariés en arrêt Amélie, donc arrêt Oui, maladie, c'est Arrêt le pour chômage garder les partiel. enfants, ok. voilà, vers un chômage partiel? Ah oui. Oui, ben forcément, ça va basculer, puisque si, je dis bien si, hein, parce qu'on a si l'école recommence progressivement, sachant que ce que j'ai pu comprendre du dispositif, ça allait être une semaine sur 2. C'est-à-dire, par exemple, dans les écoles où il y avait des classes de 30, ils vont faire des classes de 15. Donc, ça veut dire qu'une semaine sur 2, vos enfants ne seront pas scolarisés. Donc, on va rester dans l'activité partielle, hein. C'est-à-dire qu'on va basculer effectivement des parents qui gardent leurs enfants et qui étaient indemnisés à ce titre à l'activité partielle. Et comme on a la possibilité en fin de mois de mettre le curseur où on veut pour dire combien les salariés ont effectivement travaillé, eh bien, il va falloir affiner, ça va être le rôle des DRH dans les PME et du dirigeant dans les TPE. Ça sera s'arracher les cheveux sur la tête, hein, il faut le dire, hein. Mais c'est la seule façon de passer en douceur d'un système à un autre. Enfin, voilà quel est ce que j'ai compris de la question et ce que je propose comme réponse. Ok, merci Marielle. Philippe, on a Jean-Pascal Decroix qui vous dit « Tu me confirmes que l'on ne peut négocier les surcoûts avant la reprise ?» Non, c'est pas vrai. Si vous pouvez le faire avant la reprise, c'est mieux. Alors, c'est pas le cas. Dans le BTP, c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous avez un maître d'œuvre public, même le privé d'ailleurs, hein, il doit vous faire un ordre de service de reprise d'activité. Et sur l'ordre de service de reprise, c'est là où vous pouvez mettre effectivement des réserves en lui disant attention, nous allons reprendre notre activité, mais sous réserve que il y a un surcoût qu'il faudra prendre en charge. Donc, vous pouvez l'écrire. Et ensuite, si à la fin, après la reprise, vous négociez que ça, vous n'arrivez pas à négocier, ça se terminera devant les tribunaux, mais au moins vous l'aurez noté dans l'ordre de service de reprise. Et ça, c'est essentiel à le faire figurer, hein. Ok, merci. On peut avancer. Ok, alors on va aller un petit peu plus vite là, parce il est déjà 11h05, donc on va aller très très vite. Donc ça, c'est les dividendes et rémunérations. Donc l'effort financier, je lui passe, donc c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Donc juste après, il y a les dividendes et rémunérations des dirigeants. Donc ça concerne les grands groupes. Alexandra, si tu peux passer le slide suivant. Ça concerne le grand groupe. Le MEDEF a demandé au CAC 40 et au SBF 120. Donc vous savez, le SBF 120, c'est le CAC 40 plus les 80 valeurs qui sont cotées au second marché, de faire des efforts pour éviter de distribuer des dividendes et d'augmenter leurs dirigeants. Donc, globalement, vous avez un petit résumé sur les 43 sociétés qui nous ont répondu. Globalement, la plupart vont baisser ou ne pas donner de dividendes cette année et vont baisser la rémunération des dirigeants de 20 sociétés, dont 10 du CAC 40. Voilà, là on passe au confinement, déconfinement, les performances économiques. Donc c'est ce que je vous disais, ça passe effectivement par la performance managériale. Donc c'est effectivement les méthodes de manager vos équipes et de redonner confiance à vos collaborateurs pour reprendre efficacement votre activité. Donc voilà sur le sujet, on essaye d'aller vite. Alors, le MEDEF travaille sur l'accompagnement des entreprises dans la crise et notamment on commence à travailler sur des plans de communication de fiches outils pour les chefs d'entreprise. L'objectif, évidemment, c'est d'aider les adhérents, donc les entreprises, à gérer des situations managériales complexes dans lesquelles elles se trouvent et les accompagner dans leur retour d'activité. C'est exactement ce dont je vous ai parlé. Donc actuellement, le MEDEF travaille sur le sujet. Dès que les premières fiches outils sortiront, nous vous les communiquerons sans faute. Voilà. Alors, on est en train de réorienter nos outils MEDEF. On est en train de faire le baromètre moral des dirigeants, un baromètre de perception du climat de travail et également un outil de priorisation des enjeux RSE pour les TPE, PME. Je ne sais pas si vous avez vu dans un tweet dans lequel Geoffroy Roux Bézieux demande au ministère de la Transition écologique peut-être de mettre un petit peu un bémol actuellement sur la transition écologique qui était imposée aux entreprises.
le temps de les laisser respirer et de reprendre un rythme normal de leur activité. Voilà. Là, c'est un benchmark pour voir un petit peu les mesures sociales en Europe. Alors, c'est là où on va voir un petit peu les chiffres, les disparités entre nous et nos partenaires. Donc, vous le voyez, hein, c'est 2,5 millions en Allemagne sur le chômage partiel, 3,7 millions en Italie, qui a quand même été beaucoup plus impacté que nous par la crise. Et je ne vous parle pas de l'Espagne, qui est le pays le plus impacté en Europe, avec 3,9 millions de chômage partiel, de personnes au chômage partiel. Comparé aux près de 9 millions en France, effectivement, on va pouvoir se poser la question si on n'est pas trop généreux avec le chômage partiel. Alors, la possibilité d'un financement européen, donc, c'est ce qui avait été proposé par le gouvernement italien et qui est aujourd'hui rallié un peu par la France, l'Espagne, le Luxembourg, l'Irlande, qui se rallient à cette aide financière européenne. Mais les pays du Nord, vous savez, qui freinent, puisqu'eux, ils ont mieux géré la crise que nous en termes financiers. Donc, on avait parlé d'ailleurs des Corona-Bonds. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. Les fameux Corona-Bonds qui sont un peu comme les eurobonds, vous savez, c'est à l'instar des eurobonds qui consiste à mutualiser à l'échelle européenne la dette des pays de la zone euro. Donc, on avait dit, on mettrait peut-être les Corona-Bonds en route, sauf que ça freine plutôt du côté des pays comme l'Allemagne, l'Autriche et la Scandinavie, évidemment. Alors, les aides pour les non-salariés dans l'Union européenne. Donc, vous voyez, il y a pas mal de disparités. En Allemagne, les aides directes pour les travailleurs indépendants et professions libérales jusqu'à 9 000 € pour des entreprises de moins de 5 salariés et 15 000 € pour les entre 5 et 10 salariés. C'est versé par les régions. En Italie, aide de 600 € par mois pour compenser la perte d'activité des travailleurs saisonniers et des travailleurs indépendants. En Espagne, prestation mensuelle équivalente à 70% de la base de la sécurité sociale, c'est-à-dire 700 € pour les travailleurs indépendants pendant toute la période de l'état d'alerte. L'indemnisation pour la garde d'enfants dans l'Union européenne. D'abord, il faut savoir qu'il y a très peu d'États membres qui ont pris des mesures pour indemniser la garde d'enfants. En Allemagne, pour les enfants handicapés jusqu'à 12 ans, ou jusqu'à 12 ans uniquement, après épuisement des autres dispositifs, l'indemnisation à 67% du salaire net, alors que nous, c'est beaucoup plus, c'est quasiment la totalité. Et durée maximale, 6 semaines. Ce qui n'est pas le cas pour nous, puisque voilà, enfin, il y aura le déconfinement, mais ça va représenter quasiment 2 mois. L'Italie, pour les enfants jusqu'à 12 ans, 15 jours de congé rémunérés à 50% du salaire. Donc, vous voyez qu'on est quand même très, très avantagé en France. Et pour les enfants entre 12 et 16 ans, pour les travailleurs indépendants, chèque pour babysitter jusqu'à 600 €. Et en Espagne, pas de mesures spécifiques, carrément. Voilà, on a fait le tour un petit peu de la question de ce qui se passe en France et en Europe. Vous voyez que le pays, à force d'être généreux avec tout le monde, évidemment, ça va devenir très compliqué. Et tôt ou tard, il faudra rembourser cette dette qui est en train de prendre des proportions gigantesques. Marielle, tu veux rajouter quelque chose? Et puis, on prend encore quelques questions et on essaye d'arrêter d'ici 10 minutes. Oui, je voulais juste parler de cette dernière ordonnance qui a été rendue, qui est du 22 avril. C'est la possibilité d'individualiser l'activité dans l'activité partielle. Alors, première chose, certains disent chômage partiel, chômage technique, activité partielle. Alors, comme on s'y perd, ça veut dire la même chose. Voilà, il faut être pragmatique et abordable. Donc, effectivement, cette nouvelle ordonnance permet d'individualiser ce qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire qu'il fallait respecter des principes de non-discrimination et de tout cela. Là, aujourd'hui, si on a un accord d'entreprise ou si on a un CSE, on va pouvoir, dans une même catégorie de salariés, par exemple le service technique d'un côté, le service administratif de l'autre,
on va pouvoir faire des variations. Hein. Pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, parce que ça change extrêmement rapidement, pour l'instant, sans CSE et sans accord d'entreprise, c'est pas possible. Ça veut dire pour les TPE, je vois pas comment. Hein. On peut négocier ça, mais je pense qu'il y aura peut-être une ordonnance complémentaire pour pouvoir rendre les choses accessibles aux TPE également. Voilà, on est à votre disposition. Allez, encore 5-10 minutes pour quelques questions. Alors, on a une question de Rosemary. Est-ce que Rosemary a son micro? Oui. Oui, j'ai mon micro. Rosemary, on vous écoute, Rosemary. Dans le cas où, dans une TPE, le salarié a des enfants et la classe n'est pas ouverte, comment va-t-on faire pour les obliger à travailler? Ça va être très compliqué, je pense. Ils peuvent opposer un droit de retrait. De retrait, non, parce que retrait, c'est uniquement quand les salariés sont en danger. Hein, donc là, le droit de retrait, c'est vraiment limité à une chose très particulière. Ils vont pouvoir éventuellement poser des congés. Hein. Ça, c'est une possibilité qu'il faut ouvrir. Parce que c'est ce qu'on me disait récemment, dans d'autres domaines d'activité, si ça redémarre et qu'on redémarre doucement, juillet-août, on va bosser. Même les dates auxquelles les entreprises étaient fermées habituellement, je parle bien sûr pas du tourisme là, hein, mais les sociétés qui étaient habituellement fermées, s'il y a un petit démarrage d'activité, que ça nous donne la possibilité de faire un peu de chiffres. Donc ce que je veux dire, c'est que si on les met en congé du coup, encore dans ce confinement, enfin déconfinement progressif, ça va libérer les jours de congé qui auraient peut-être dû être posés en juillet et août. Donc ça, c'est ça. Et après, je pense que là, c'est vraiment, je rejoins ce que disait Philippe, il faut partir sur le dialogue social. Dans les PME, ce n'est pas un problème. On a des DRH, on a des syndicats, on a des accords d'entreprise. Dans les TPE, eh bien là, c'est vraiment prendre la situation de chaque salarié pour voir comment faire au mieux. Et c'est au pied du mur qu'on a trouvé toutes les solutions. En France, le télétravail, on n'en voulait pas. Il y a plein de choses qu'on ne voulait pas. On a été obligé de s'adapter au pied du mur. Là aussi, peut-être qu'on va pouvoir trouver, alors peut-être pas dans les TPE avec très peu de salariés, mais des solutions de crèche d'entreprise où l'employeur et le salarié vont-ils pouvoir payer chacun une quote-part. Nous, on a par exemple dans nos femmes chez l'entreprise, on a le Kids Club. Je veux dire, donc on va pouvoir proposer peut-être une prise en charge partielle par l'employeur, par le salarié, si le travail du salarié est fondamental dans l'entreprise. Dans les TPE, on va être au cas par cas et on va être au sur-mesure. Voilà ce que je pense à aujourd'hui, parce que les choses peuvent changer. Et ce que je peux dire aujourd'hui peut être infirmé dans moins de 48 heures. Merci. D'autres questions? J'ai vu qu'il y avait une autre question là, sur oui. Une dame qui a un institut de beauté, je crois. Oui, qui n'a pas de micro. Elle a un institut de beauté et massage, 3 salariés, dont une restera en maladie car enceinte. Si une reste en garde d'enfant ou autre, que l'autre utilise son droit de retrait ou se met en maladie, mauvais rapport avec elle avant la crise, et que j'ai l'autorisation d'ouvrir, je me retrouverai sans CA. Est-il prévu un maintien des aides et de rester en fermeture? Alors là, moi, je ne vous conseille pas de faire ça parce que vous allez perdre tout ce qui est chômage partiel et tout. Si vous ne remettez pas au travail alors que vous pouvez le faire, ils n'accepteront pas le chômage partiel. Hein. Marielle, confirme. C'est là qu'il va falloir faire appel s'il y en a une qui est en maladie maternité. N'en parlons pas, c'est hors sujet. Une deuxième qui peut exercer un droit de retrait, légitime ou pas, ça sera un deuxième débat. De façon technique, elle ne sera pas là. Donc, il va falloir faire appel. Si aucun salarié ne veut venir bosser, hein, quelle que soit la raison et la légitimité de la raison invoquée, il va falloir soit faire appel à l'intérim, soit faire appel à des CDD de remplacement. Voilà. Donc, malheureusement, il va falloir anticiper, interroger chaque salarié avant le 11 mai, connaître leur positionnement et prendre des mesures pour pouvoir réouvrir votre entreprise. Et bon, l'intérim me paraissait dans un premier temps, même si on sait que c'est plus cher, hein, mais me paraissait dans un premier temps la meilleure solution de manière pragmatique. Après, les aides, elles ne s'arrêtent pas le 11 mai. Hein. Non. Attention, il n'y a pas d'arrêt des aides le 11 mai. Hein. Ça va continuer jusqu'en fin d'année pour beaucoup de choses. Hein. On a Émilie qui nous demande, avec un référendum salarié pour les entreprises de moins de 11 points d'interrogation. Non, il n'y a pas de référendum pour refaire une reprise d'activité. Hein. C'est le chef d'entreprise qui va décider. Hein. Elle n'est pas sur le volontariat, la reprise d'activité. Hein. Si le patron décide de reprendre et qu'il a mis effectivement tous les moyens adéquats pour reprendre l'activité, il peut refuser de se remettre en activité. Hein. Exactement. Sinon, il va falloir qu'il aille ou sur l'arrêt de travail médical,
Voilà. ou sur le droit de retrait. Et si le chef d'entreprise a pris toutes les mesures de sécurité, le droit de retrait sera considéré comme abusif et illégitime. Voilà. Et là, il n'y a pas de raison qu'ils ne retravaillent pas. Non, non, c'est quand Mais même je vous dis, il y a un peu de l'entreprise qui garde. psychologie quand même. Il y a un peu de psychologie quand même managériale à mettre en œuvre avec l'ensemble de vos salariés, ça c'est clair. Hein. Il faut les rassurer, hein, tout simplement les Absolument. rassurer. Absolument. Et les rassurer, pas juste leur dire vous inquiétez pas, leur expliquer de manière très pédagogique par mail, puisque pour l'instant on ne se voit pas. Alors, on peut le faire par visio, c'est bien, ça a le côté convivial. Mais au niveau de la preuve, moi j'aime bien les mails aussi, hein. J'aime bien les écrits. Hein. Leur expliquer tout ce que vous avez fait, mail circulaire à tout le monde, en expliquant et en détaillant toutes les mesures de protection, d'anticipation pour qu'il puisse y avoir une position sanitaire extrêmement saine d'entreprise et qu'il ne court aucun danger. Merci Marielle. On a une question, c'est Benoît. Valeur de trésorerie avant et après confinement, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Benoît Pardon, précédemment, il avait marqué des infos sur la valeur du dollar et des euros de nos trésoreries d'entreprise avant confinement. Je ne sais pas si Benoît a un micro pour prendre la parole. Est-ce qu'on m'entend? Oui, bien sûr, on t'entend très bien. Bonjour Benoît, tu vas bien? Très bien, et toi? Très Bonjour bien. à tous. Oui, moi, c'est effectivement toutes ces décisions, je vous écoute, ça semble très cohérent. Par contre, le nerf de la guerre, c'est quand même les finances, l'argent. Et concernant donc la valeur de l'euro aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça va se passer et quelle valeur elle aura après le confinement. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des infos sur ce qui est en train de se passer au niveau mondial, au niveau des taux de change, des monnaies? Est-ce que tu as des infos, Philippe? Alors, moi, les retours qu'on a là-dessus sur le sujet, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, sur les mecs qui changent de l'argent, il n'y en a pas. En ce moment, comme il n'y a plus personne qui voyage, donc ça, c'est une affaire classée. Les agents de taux de change, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'activité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une crise qui est mondiale et qui a frappé le monde entier, avec un confinement dans tous les grands pays industrialisés, occidentaux ou asiatiques. Ils sont tous concernés. Donc, il y aura, à mon avis, pour l'instant, enfin, ce que j'ai entendu en plus, il y aura peu de variations entre le dollar et l'euro ou le yen, etc., ou le yuan. Donc, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est impacté. Maintenant, il faut voir comment on va sortir de cette crise et l'accumulation de la dette. Vous avez vu, au travers des slides que je vous ai projetés, que la France est va particulièrement s'endetter, bien plus que l'Italie ou l'Espagne ou que l'Allemagne. L'Allemagne, on le savait, mais plus que l'Italie et l'Espagne, on ne le pensait pas. Et là, on est bien plus loin qu'eux. Donc ça, c'est clairement une difficulté qui va être présente quelques années en face de nous. Ça, c'est clair. À qui profite cet avantage donc de se mettre Je ne sais pas à qui va profiter, mais normalement, à ceux qui vont prêter de l'argent, pour l'instant, c'est les Chinois qui prêtent de l'argent. D'accord. Donc, a priori, ma question, c'était est-ce qu'après confinement, on risque d'avoir des dévaluations importantes? Non, il n'y aura pas ce genre de choses parce que les États-Unis sont impactés tout autant que nous. Et dans le slide que je vous ai montré, vous avez vu que, par exemple, dans l'automobile, on est même avec nos 10%, on est mieux lotis que les Américains qui ont, eux, tout arrêté, hein, carrément. Hein. Donc, si tu veux, les États-Unis sont très impactés. La Chine ne nous dit pas la vérité, donc on ne sait pas l'impact exact en Chine. Mais non, l'impact, il est pour tout le monde. Voilà, nous, on sortira de la crise avec une gueule de bois un peu plus prononcée que les autres. Et comment ça s'appelle, le côté aux États-Unis, la nationalisation de la Fed, tout ça, ça tient. Comment ça se passe? Je ne sais pas te dire là. Je ne sais pas te dire. À nous, par exemple, en France, ce qui est certain, c'est que la France, elle va être nationalisée. Ouais. Parce que déjà qu'ils ne gagnaient pas d'argent quand ils travaillaient, alors imagine un peu avec ce qu'ils payent au chômage partiel, ce que coûte un pilote d'avion au chômage partiel, parce qu'on rembourse 4,5 fois le SMIC. Hein. Et ils sont bien au-delà de 4,5 fois, hein, bien au-delà du plafond. Hein. Donc, ça coûte tous les jours à Air France. Si on ne nationalise pas, c'est l'effondrement total de notre compagnie nationale. Hein.
Merci beaucoup. On prend peut-être une dernière question de Catherine. Le port du Oui, masque, c'est la dernière. C'est ok, la dernière. est-il obligatoire à ce jour en entreprise pour les administratifs? Car concrètement, pas de masque et on a l'impression que parce qu'on n'a pas de masque, on nous dit que ce n'est pas obligatoire. Alors, Ça dépend obligatoire. comment sont les locaux. Hein. Voilà. Obligatoire, là, on va rentrer dans l'appréciation au cas par cas. Parce que s'il n'y a pas de réception du public et que la personne est toute seule dans son poste administratif avec personne à plus de 2 mètres, il n'y a pas de problème. Là, on revient quand même sur le terrain du bon sens. Hein. On est à 2 par bureau, hein, pour précision. 2 par bureau. Et on est à 2 par bureau et à la réception, il y a 2 personnes. Moi, personnellement, j'ai été mis en télétravail en permanence alors qu'il y a d'autres salariés qui sont le matin en présentiel et l'après-midi en télétravail parce qu'on a réquisitionné mon bureau pour une personne qui ne pouvait pas télétravailler. Donc, concrètement, ça m'arrive effectivement de temps en temps d'avoir contact avec mes collègues qui me précisent qu'au niveau de l'accueil et de la réception, ils ont effectivement… en prenant donc du bon sens, fait un sens de circulation justement pour pouvoir permettre aux personnes de respecter les distanciations sociales, mais la personne à l'accueil n'a pas de masque aujourd'hui. Et on nous dit non, c'est pas la peine parce qu'ils sont réquisitionnés pour la fonction. Alors, non, ils ne sont plus réquisitionnés. Maintenant, vous trouvez des masques. On trouve des masques, ça c'est clair. Et moi, je vous conseille d'aller voir les fiches travail d'activité. Je ne l'ai pas trouvé pour la chimie, en fait. Je vais retourner. Peut-être qu'aujourd'hui, regardez bien, mais après, regardez un peu. Après, ce n'est pas que la chimie. Si vous faites du travail administratif, ça ne concerne pas que la chimie, ça concerne tout ce qui travaille dans l'administratif. Donc, regardez un petit peu les fiches travail et vous allez voir. Très bien, merci beaucoup. Il faudra Mais alors, à mon avis, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je peux vous dire que je trouve ça extrêmement vivement conseillé. Voilà. Hein, mais ce n'est pas obligatoire à aujourd'hui. À moins que dans votre activité, il était prévu quelque chose de spécifique. Mais ça me paraît plus que conseillé. Merci beaucoup. Bien. Je suis obligé de mettre un terme à cette réunion. Je vous remercie tous d'avoir participé. Ça a été, finalement, c'était un peu court, 1h20, 1h25. Peut-être il fallait mettre un peu plus de temps, mais ce n'est pas évident. Moi, j'ai plein de choses à faire. Marielle, c'est pareil. Et je commence une autre conférence tout de suite là dans 3 minutes. Donc, je vous remercie tous. Et puis, je vous souhaite bon courage et essayez de vous remettre en activité le plus vite possible. Merci. Prenez soin de vous et de vos entreprises et plein de courage, mais on va s'en sortir. Si on est solidaire, ça sera peut-être le mot de la fin pour moi. Si on est solidaire, on s'en sortira. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.